BFM Business, BFM Crypto, le club. Ils sont là, nos experts. Pauline Armandé, avant la publication de la newsletter BFM Crypto, cette newsletter chaque lundi à 18h. Bonjour Pauline. Bonjour Guillaume. Bienvenue. Et donc cette newsletter à laquelle chacun peut s'abonner, elle reste gratuite. Cyril Paglino aussi nous accompagne, le cofondateur de Shift Capital, fonds dédié à la crypto. Bonjour Cyril. On est ravis. Alors ravi de vous retrouver Cyril. On était tout à l'heure depuis Hong Kong avec Hervé Liévor. Hong Kong où il est 23h37. Vous êtes avec nous depuis l'autre bout du monde, la Californie, San Francisco. Il est chez vous 7h37 du matin, là en direct. Cyril, merci de vous être réveillé tôt pour nous. Vous êtes parti en Californie prendre le pouls de l'écosystème Web3 aux États-Unis. Vous nous direz ce qu'il en est dans un instant et les projets qui vous inspirent en tant qu'investisseur pour la suite. Et puis Vincent Bois aussi nous inspire, en tout cas nous accompagne. On va voir s'il inspire nos auditeurs et téléspectateurs. Vincent Bois depuis IG. Bonjour Vincent. Bonjour. Quel potentiel sur le Bitcoin, Vincent? Bitcoin toujours au-dessus des 23 100 $ en ce moment. Oui, alors le Bitcoin qui évolue, qui temporise un peu cette tendance haussière qu'on a vue depuis le début de l'année qui a fortement accéléré. Les précédents week-ends étaient plutôt un signe de nouvelle accélération. On l'a eu 2 fois de suite. Et puis ce week-end, le week-end dernier, un peu moins d'accélération. Ce qui montre que tout de même, nous sommes peut-être sur un point où il y aura à un moment une inflexion, une correction. Et on est effectivement dans cette semaine, vous en parliez à l'instant, cette semaine très risquée avec beaucoup de rendez-vous au niveau macroéconomique des économies ou des actifs traditionnels qui pourraient amener à une consolidation sur le marché traditionnel, mais également sur le Bitcoin ou les crypto-monnaies. Donc on le voit au niveau des graphiques, on le voit également au niveau de ce qui nous attend cette semaine. Ce pourrait être le moment justement de prendre une décision et donc d'avoir une consolidation, oui, et ensuite, soit de valider cette tendance haussière, c'est-à-dire qu'un retour sous les 22 300 pour aller chercher le 19 700 $. Je rappelle ce niveau psychologique très important, l'ancien plus haut historique de 2017. Si nous avions cette correction, mais qu'elle parvenait, que le Bitcoin parvenait à rebondir sur ces 19 700, pour moi, par la suite, redépasser ces 20 000 et nous aurions la validation de la tendance haussière. Pour le moment, nous sommes encore dans ce schéma plutôt marché baissier. On a déjà eu 2 rebonds de la sorte, de 40%, c'était en début d'année 2022 et durant l'été dernier, qui avait conduit tout de même, malgré cette hausse importante, à un nouveau plus bas. Donc on va attendre justement pour moi cette consolidation et une confirmation ou non. Si au contraire, on casse les 19 700, attention justement à l'invalidation et peut-être à une poursuite de ce marché baissier dans lequel nous sommes encore, même si effectivement ce rebond est plutôt bien parti. Vincent Bois en direct avec nous depuis. J'ai un petit mot de l'Ether peut-être aussi quand même. Quel potentiel d'un point de vue technique sur l'Ether, les seuils techniques qu'il faut suivre d'après vous? De la même façon, au niveau effectivement de l'évolution, on attend les confirmations et donc les 19 700 que j'ai cités sur Bitcoin, ici sur Ether, ce serait les 1420. Ça correspond au même niveau, cet ancien plus haut historique de 2017, la moyenne mobile également un indicateur technique en journalier et donc malgré une possible consolidation, il faudrait se maintenir sur nos 1420 pour valider ensuite l'accélération haussière au-delà des 1700. Si on casse les 1420, attention en revanche à une nouvelle accélération proche des plus bas de début d'année vers 1200. Merci beaucoup. Vincent Bois en direct avec nous depuis IG. On rappelle qu'il ne faut investir dans cet écosystème en crypto que l'argent que l'on est prêt à perdre. Marché toujours très très spéculatif et qu'on vous fait découvrir jour après jour parce qu'il est passionnant. Évidemment, il tente de se constituer cet écosystème. Il y parvient de plus en plus de passerelles aussi avec le monde de la finance traditionnelle et une réglementation qui est en train de monter en puissance. Une réglementation qui se construit quand même, Pauline, dans la douleur. On se souvient la semaine dernière que l'Assemblée nationale a finalement voté pour un enregistrement renforcé des acteurs crypto en France. L'écosystème craignait que l'agrément devienne obligatoire pour les nouveaux entrants en octobre. Non, ce sera juste un enregistrement renforcé. Donc là, c'était un grand ouf de soulagement après ce vote la semaine dernière de l'Assemblée nationale. Sauf que vous venez nous apporter une moins bonne nouvelle. Ce ouf de soulagement pourrait ne pas durer. Oui, effectivement. En fait, cet amendement qui est porté par le député Daniel Labaronne et qui consistait effectivement en un enregistrement renforcé s'ajoute au cadre actuel à la fois de l'enregistrement classique et de l'agrément AMF. Sauf que, effectivement, la semaine dernière, donc l'Assemblée nationale a décidé de voter pour cet amendement en balayant un amendement qui voulait rendre obligatoire
l'agrément des acteurs crypto en France, qui leur permettrait en outre de pouvoir exercer en France. Et en fait, du coup, ce qui se passe, c'est que cet amendement en question, qui a été porté par un certain sénateur qui s'appelle Hervé Maurey, la version dure qui voulait l'agrément. Oui. Donc se retrouve effectivement un peu balayé, et on en a notamment un peu discuté avec donc ce fameux sénateur. Il nous explique qu'en gros, il n'est pas satisfait de la création d'un troisième régime sous la forme d'un renforcement renforcé, que d'ailleurs le fait que les acteurs crypto se réjouissent d'un tel dispositif, c'est pas forcément très rassurant. Et il explique donc du coup qu'il veut pas lâcher cette affaire, et qu'il va vouloir rencontrer différents acteurs cette semaine, à la fois la Banque centrale, l'AMF, mais aussi l'industrie des cryptos, en vue, et ça c'est une information BFM Crypto, de participer à une commission mixte paritaire qui aura lieu la semaine prochaine, donc le 9 février prochain, entre 7 sénateurs et 7 députés, donc de l'Assemblée nationale. Donc, il vous annonce, et c'est à lire dans cette newsletter BFM Crypto, apparaît tout à l'heure à 18h, il vous annonce cette commission mixte paritaire. Quel sera son but, son objectif? Quels sont les risques associés, du coup, pour l'écosystème à cette commission mixte paritaire? Alors, en fait, l'objectif de la commission, c'était de pouvoir réunir, on va dire, en plus petit format, des députés et des sénateurs pour pouvoir discuter de textes qui n'ont pas fait l'unanimité, donc comme on l'a vu dans le cadre du processus législatif. Typiquement, ce texte adopté par l'Assemblée nationale, mais qui avait été, qui n'a pas plu aux sénateurs. Et, à ce sénateur, en tout cas. À ce sénateur avec qui on a parlé. Et donc, au sein de cette commission mixte paritaire, il va y avoir un peu un match entre le sénateur Hervé Maurey, qui va de nouveau vouloir remettre en avant ce texte, et de l'autre côté, donc le député Daniel Labaronne, dont on parlait, et dont l'amendement a été adopté la semaine dernière à l'Assemblée nationale. Et en fait, le sénateur Hervé Maurey nous a expliqué que c'était pas totalement incertain que son texte soit de nouveau mis en avant dans le cadre de cette commission mixte paritaire. Parce qu'il explique qu'en gros, pour qu'une commission mixte adopte certains textes, il faut une majorité des députés et des sénateurs qui sont présents. Et il considère que notamment les 7 sénateurs devraient a priori adopter son texte, ou en tout cas le trouver assez intéressant. Le texte le plus dur. Le texte effectivement le plus dur, et qui viserait à rendre obligatoire l'agrément PSAN. Et qu'en même temps, il y a quelques députés, notamment du groupe LR, qui pourraient aussi se rallier à ce type, en tout cas à ce texte un peu plus dur. Donc, les négociations risquent de ne pas être totalement figées, comme on pouvait le penser encore la semaine dernière. Les jeux ne sont pas faits. Oui, c'est ça. Et de son côté, évidemment, on a contacté le député Daniel Labaronne, qui lui dit qui va évidemment défendre sa paroisse, de nouveau défendre son amendement d'enregistrement renforcé, et que, en tout cas, les débats risqueront d'être houleux durant cette commission mixte paritaire. En tout cas, ça sera assez intéressant de suivre ça de près la semaine prochaine. En effet, parce que pour l'instant, donc l'écosystème pousse sauf de soulagement, pas d'agrément obligatoire dès octobre, juste un enregistrement renforcé, ça va. L'innovation pourra continuer de trouver un terrain de jeu en France. Mais donc, le sénateur Maurey n'a pas dit son dernier mot, et le 9 février prochain, au cœur de cette commission mixte paritaire, il espère bien faire à nouveau pencher la balance en faveur de son amendement et de sa vision beaucoup plus dure et radical. Ouais. Bon, à suivre, du coup, feuilleton qui se poursuit, bien évidemment. On va rejoindre depuis la Californie Cyril Paglino, donc The Shift Capital. Bonjour Cyril, vous êtes en direct avec nous depuis San Francisco, en visio. Merci d'avoir accepté de vous réveiller tôt. Il est 7h46 du matin. Quelle est l'ambiance en Californie, aux États-Unis, où vous vous trouvez pour l'écosystème crypto? Est-ce que c'est l'euphorie après ce début d'année incroyable, Bitcoin qui remonte de 50% à peu près par rapport à ses plus bas? Bref, quelle ambiance, comment est-ce que vous sentez les choses chez vous? Enfin, chez vous, peut-être pas chez vous encore, vous y installerez peut-être un jour, mais en tout cas en Californie. Oui, j'y ai vécu pendant 4 ans, il y a quelques années quand même, donc je connais un petit peu l'écosystème local, et c'est toujours un plaisir de revenir effectivement et de revoir un peu les anciens collaborateurs. Non, effectivement, le mot euphorie est un petit peu fort, mais effectivement, il y a un relan d'énergie depuis effectivement, le mois de janvier avec cette avancée de Bitcoin. Disons que sur le long terme, l'écosystème est toujours très bullish.
Les entrepreneurs continuent de construire leurs projets, les roadmaps se déroulent et tout avance plutôt bien. Sur le moyen terme, on attend effectivement mercredi l'annonce de la Fed effectivement sur les taux. On attend aussi les earnings des grosses boîtes du Nasdaq Tech qui vont être révélées aussi là cette semaine. Donc il y a quelques signaux qu'on va regarder sur le marché, mais globalement, sur le long terme, toujours aussi bullish. Et la bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, contrairement à l'ancien bear market qui est arrivé en 2018, là, les boîtes ont tout de même pas mal de cash et donc elles peuvent construire et passer un peu cet hiver qui peut durer encore quelques mois, voire même un an ou deux. C'est-à-dire que l'investisseur, le chasseur d'opportunités que vous êtes, c'est votre métier, Cyril, vous jugez l'état des entreprises malgré l'écosystème crypto, malgré la chute, les scandales qui ont émaillé l'année 2022, vous jugez leur état finalement pas si mauvais? Oui, effectivement. Alors, évidemment, la confiance d'un point de vue consommateur a été très érodée avec le sujet d'abord Luna, effectivement, et suite FTX en novembre dernier. Donc oui, il y a un gros travail de confiance à réétablir sur le marché crypto, donc des use cases aussi émergents à montrer pour le grand public. Mais en tout cas, dans l'écosystème, les boîtes vont plutôt bien. La raison majeure, c'est qu'elles ont levé des fonds en 2020 et 2021, aussi 2022, et qu'à l'instar de 2018 où elles avaient levé, vous savez, après la vague des ICO, donc toutes les levées de fonds étaient en crypto à l'époque, et les boîtes ont gardé les trésoreries en crypto à l'époque, où là elles sont effectivement maintenant en fiat pour la plupart, parce que c'était des levées de fonds plutôt classiques en venture, et pas des levées de fonds en ICO récemment. Donc elles ont du cash et elles continuent de dérouler. Alors oui, on fait attention aux coûts, on ne va pas recruter, on ne va pas non plus dépenser des tonnes en marketing, mais globalement les boîtes se développent et elles espèrent passer l'hiver qui va durer peut-être 12, 18, 24 mois, on verra, mais globalement elles tiennent bon. Ouais. Bon, vous êtes en Californie, donc tout proche, on va dire, du sanctuaire des GAFAM. L'intelligence artificielle qui continue de monter en puissance, cette bataille autour de l'intelligence artificielle, on a vu ChatGPT ces dernières semaines commencer à pointer le bout de son nez dans la vie du grand public. C'est la première fois que le grand public peut tester une application d'intelligence artificielle. Est-ce que ça change aussi quelque chose dans le profil des projets dans l'univers Web 3 ? Ouais, c'est une très bonne question. Effectivement, ChatGPT, OpenAI, on sait que c'est là depuis maintenant un petit moment, mais ça a été enfin annoncé au grand public et ça a effectivement eu l'effet d'un raz-de-marée. Et donc, du coup, il y a toute une vague de projets un peu moins intéressants dans le Web3 qui vont du coup utiliser la vague AI pour effectivement, comme toujours, attirer un peu des investisseurs ou des clients. Donc ça, c'est toujours déplorable, malheureusement. Mais il y a effectivement quelques projets intéressants. On sait que l'AI, donc l'intelligence artificielle, effectivement, en français, va créer quand même quelques petits sujets. On a vu notamment le sujet des deepfakes, donc les fausses vidéos d'hommes politiques ou de comédiens qu'on voit effectivement s'exprimer en vidéo et qui sont uniquement effectivement des contenus créés par AI. Là, effectivement, la blockchain aura un enjeu. Il y aura des startups qui vont se développer dans ce sujet pour de la traçabilité et la certification de contenu. On imagine bien qu'une vidéo d'Emmanuel Macron ou de Joe Biden qui parle, ça peut être pris par certains consommateurs comme vous et moi comme effectivement une vraie vidéo. Et donc là, effectivement, le Web3 sera un des sujets pour les boîtes Web3 pour effectivement contrecarrer ça et prouver que c'est une vraie vidéo, une fausse vidéo. Bien, un système assez complexe, mais il y a pas mal de boîtes qui développent dans cet univers-là en tout cas. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Et après, à San Francisco même, c'est drôle parce que la vague AI est là depuis un petit moment. Mais effectivement, récemment, on voit des levées de fonds dans d'autres boîtes compétitives d'OpenAI et de ChatGPT qui se lancent avec quelques chercheurs de chez Meta ou de chez Google et qui lèvent des montants assez délirants. On parle de seed, donc de premier tour d'amorçage à plusieurs dizaines de millions, sur plusieurs centaines de millions de valos, juste avec une dizaine de PhD anciens Google et une boîte qui est pré-product. Donc il y a vraiment une espèce de vague assez délirante de la course au prochain ChatGPT, au prochain OpenAI, et les valos sont effectivement assez incroyables. Ouais. Vous êtes en direct avec nous, on rappelle Cyril, depuis San Francisco, 7h51 du matin chez vous. Est-ce que, alors on parlait à l'instant avec Pauline Armandet de l'amendement Moré, de la réglementation qui n'est pas encore complètement stabilisée ici en France, ni peut-être un peu plus en Europe, mais en France, voilà, certains veulent peut-être accélérer les choses sur la réglementation. Est-ce que, vu de Californie, vous vous dites que oui, la France sera le hub, l'un des grands hubs mondiaux de l'écosystème Web3, ou vous vous dites non, c'est quand même ici, aux États-Unis, que les choses vont d'abord se passer? C'est toujours une question épineuse. Effectivement, on adorerait, et beaucoup d'entrepreneurs français œuvrent pour qu'effectivement la France devienne un hub Web3. Dans les faits, c'est toujours un peu plus compliqué. C'est souvent des belles annonces et malheureusement, derrière, le suivi est pas génial. Après, les États-Unis ont aussi leurs problèmes. La SEC va s'exprimer prochainement sur la catégorisation des cryptos en securities ou pas, et on sait qu'elle est plutôt défavorable à tout ça. Donc, chaque pays a ses problèmes. La France n'est pas forcément en retard, mais en tout cas, elle n'est pas pionnière sur le sujet. Même si effectivement, moi le premier, et nous les entrepreneurs français, on aimerait que ça le soit, il y a encore un peu de chemin à faire effectivement pour que les États comprennent et assessent de façon
plus logique, un cadre légal pour ce type de classe d'actifs. Bon, il y a un domaine dans lequel on est peut-être pionnier, c'est la réglementation, puisque la réglementation française doit inspirer la réglementation européenne, qui elle-même a de l'avance sur la réglementation américaine. En l'occurrence, on est pionnier là, Cyril. Oui, effectivement, c'est le cas de le dire, est-ce que c'est une bonne chose, je ne sais pas en tout cas, mais oui. Ouais. Bon, on va continuer d'en parler. Juste parce qu'on aime bien quand on vous reçoit dans ce rendez-vous du Club BFM Crypto aussi que vous nous présentiez des projets dans lesquels vous croyez pour la suite en tant qu'investisseur. Ça n'engage à rien pour nos auditeurs et téléspectateurs, juste une pure curiosité intellectuelle pour nous tous. Un des projets qui bouge et qui vous attire, qu'il faut à vos yeux pas louper, c'est le projet Aptos. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit ? Oui. Alors, c'est assez intéressant, mais c'est effectivement aujourd'hui overvalued, on va dire. Alors, Aptos, c'est effectivement une blockchain de layer 1, donc pour créer des applications décentralisées, des smart contracts, qui va arriver en compétition avec Ethereum, avec Solana, avec Near Protocol, avec Polkadot et toutes les autres, qui a été créé par les anciens de chez Libra, donc effectivement le stablecoin de Facebook qui avait été lancé en grande pompe il y a 3 ans. La boîte a levé pas mal d'argent en juillet dernier, on parle de plusieurs centaines de millions de dollars avec A16Z, le fonds de Marc Andreessen, donc toujours effectivement plutôt un bon signe. Aujourd'hui, la boîte a une valeur assez délirante parce que le token est liquide et il y a une grosse ruée vers l'or sur ce token. Donc, je déconseille fortement, si intéressé en tout cas, de rentrer aujourd'hui. Mais le projet est intéressant. Pour une ordre d'idée, Coinbase aujourd'hui, c'est valorisé entre 12 et 13 milliards. Et Aptos, si on prend la fully diluted value du projet, on est à 18 milliards, alors qu'il n'y a pas encore de projet et d'application dessus. Donc, beaucoup trop de hype. Mais en tout cas, on regarde ce qui se fait sur ce sujet. L'équipe est intéressante. Il y a aussi des anciens, effectivement, chez Ethereum dans le projet. Donc, on regarde ce sujet de loin pour voir quel type d'application et quel type d'écosystème va se créer autour de cette blockchain-là. Donc, ça, c'est un des sujets, effectivement, oui. Bon, Aptos, mais vous le disiez, il y a peut-être beaucoup trop de hype, comme j'adore ce vocabulaire. Trop de hype, toujours. Ouais, c'est bon, ça. Ouais. Non, mais voilà, on est en Californie, là. On y est, on est au cœur de la mentalité. Justement, l'investisseur que vous êtes et qui cherche aussi, pour le coup, à investir dans des sociétés à un prix raisonnable, est-ce que, pour le coup, vous pouvez nous apporter un exemple de société dans laquelle vous choisissez, pour le coup, peut-être au contraire d'Aptos qui vous intéresse, mais dont vous jugez la valorisation excessive, dans laquelle vous choisissez d'investir, peut-être d'investir maintenant? Oui, on vient de rentrer dans une boîte d'ailleurs française qui s'appelle Carbonable. On était effectivement très fan du sujet de la team. C'est de la tokenisation de projets liés au crédit carbone. Et donc en gros, ils vont créer une place de marché. On va pouvoir acheter un NFT qui représente un projet de crédit carbone et on va pouvoir ensuite utiliser ce NFT comme un asset dans la DeFi, donc la finance décentralisée, et l'utiliser comme collatéral par exemple, etc. Donc c'est deux beaux sujets. C'est un sujet crypto Web3 qui nous attire beaucoup et c'est aussi un sujet sur l'offset de crédit carbone, qui est effectivement un des enjeux majeurs des prochaines années. Donc ça, les deux sujets qui nous intéressent beaucoup, et on vient de rentrer là récemment dans ce projet, qui est français d'ailleurs. Voilà. Qui est français, voilà. Carbonable. On est d'accord. C-A-R-O-N-A-B-L-E, en direct depuis San Francisco. Il fait quel temps là? 7h55 du matin. Quel ciel avez-vous face à vous? Plutôt ciel bleu. Plutôt ciel bleu. San Francisco, c'est généralement soit ciel bleu, soit folie. Mais plutôt ciel bleu et plutôt agréable. Un peu frais en ce moment. Mais moins qu'à Paris. Je sais qu'à Paris, c'est plutôt que la grisaille en ce moment, donc on a un peu de chance ici. C'est vrai, ça fait une semaine qu'on n'a pas vu le soleil. Enfin, on l'a un peu aperçu hier après-midi. J'ai vu ça. Ouais, on s'est cru en Californie d'un seul coup. Ça n'a pas duré longtemps. La Californie avec 20 degrés, ça va revenir vite. 20 degrés de moins. Merci Cyril. Cyril Paguino nous accompagnait pour Shift Capital, donc depuis San Francisco, en direct sur BFM Business. Pauline, ce qui est intéressant de regarder dans la façon dont les cryptos se démocratisent, c'est que non seulement la baisse des cours l'an dernier n'a pas empêché la poursuite de la démocratisation, on a vu toujours plus d'utilisateurs crypto, ce que nous disent un certain nombre d'indicateurs. Mais la façon dont les gens investissent en crypto, alors là, il y a beaucoup à redire. On est loin de vouloir véritablement se renseigner sur les avantages, les inconvénients, le potentiel de telle ou telle crypto. Les gens, ils vont à l'aveugle, en fait. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, il y a un principe qui s'appelle DYOR, pour Do Your Own Research, dans l'univers crypto, et qui est assez important parce que, voilà, si on veut investir ou acheter telle ou telle crypto-monnaie, il faut se renseigner tout simplement sur le projet, les fondateurs, les fondamentaux. Et il y a une étude là qui vient de sortir de la société Bybit qui explique que sur 10 000 investisseurs, donc c'est quand même une grosse étude, et qui explique que quand même 60% des sondés et investisseurs américains ne font pas des recherches de plus de 2 heures, enfin font des recherches de moins de 2 heures, si on peut le dire comme ça, sur des crypto-monnaies avant d'investir. Donc en gros,
c'est comme s'ils investissaient totalement au hasard dans cet univers, et ce qui fait relativement peur parce que c'est bien plus que la majorité. Et en fait, en guise d'éléments qu'ils peuvent utiliser, ça va être les réseaux sociaux ou en tout cas des sites qui sont pas forcément très fiables, même les sites même de ces projets de crypto-monnaie. Et comme on le sait très bien dans l'univers crypto, des NFT, du Web3, etc., il y a certains projets qui vont attirer le regard, très web, très marketing, très intéressant. Et en fait, il y a certaines personnes qui vont foncer tête baissée vers des projets, acheter des cryptos, acheter des NFT, sans même se renseigner. Et c'est quand même assez compliqué après, assez peu rassurant. Il faut bien sûr toujours bien s'informer avant de choisir d'investir et d'investir que l'argent dont on n'a pas besoin, puisque tout ça reste quand même très spéculatif, à la hausse ou à la baisse, les deux. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés, Pauline. Et cette newsletter BFM Crypto à découvrir tout à l'heure, où l'on parle de vous nous parlez de cette commission mixte paritaire, la date du 9 février, que l'écosystème crypto doit bien inscrire à son agenda. Donc le détail, les explications sur notre newsletter, votre newsletter, 18h, elle est gratuite, chacun peut s'abonner bien sûr. On remercie à nouveau Cyril Paglino qui nous accompagnait depuis The Shift Capital à San Francisco, et Vincent Bois aussi tout à l'heure, il était en direct avec nous depuis IG. Dans un instant, la séance du jour en direct. Notre CAC 40 à 37 minutes de la clôture est à peu près stable, toute petite baisse symbolique, 7088 points avant une très très grosse semaine boursière, semaine peut-être décisive.